Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode spécial récap T100 Ibiza. Salut Mika, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va pas du tout, j'ai des problèmes de tension. J'ai un problème de tension parce que du coup, comme on fait du podcast, on écoute des podcasts et je suis tombé sur un podcast et j'ai Ah failli ça y faire un est, naufrage. ça y est, ça a pas mis longtemps. Mais non, mais non, mais non. Donc du coup, nous on parle de triathlon parce qu'on est des triathlètes. Je me verrais pas beaucoup parler couture. Et autant ça me fait plaisir, Tricot. tricot par exemple, autant ça me ferait plaisir de parler un petit peu des championnats du monde de cyclisme qui ont eu lieu hier parce que c'est des disciplines qui nous intéressent quand même un petit peu. Et on va parler bien sûr du T100. Autant quand j'ai des gens qui parlent du triathlon et qui s'y connaissent pas et qui font des choses comme ça a tendance à me faire monter les abeilles. Et du coup, j'y arrive pas. Faut que ça sorte, je suis désolé. Ouais, c'est vrai que tu m'as envoyé un lien là, c'était un peu à pleurer. Moi j'ai pas eu le courage d'aller au bout si tu veux. Donc ça va, je me sens moins seul. Ouais, Je me ouais, sens moins ouais, seul. ouais. Ouais. Ce qui se passe dans la tête des gens, j'en sais rien. Ce qui se passe dans la tête d'un coureur, j'en sais rien non plus. Mais par contre, quand on parle de triathlon, on essaye de parler de choses intelligemment et nous, on le fait avec humour, mais on essaye d'être dedans et d'être le plus précis possible. On essaye de pas raconter de bêtises par respect pour la discipline, par respect pour les gens. Et par contre, le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression qu'il étouffe pas grand monde. Hmm. Et ça m'embête un petit peu. Alors, ça fait de mal à personne et ça fait parler de la discipline. Par contre, la rendre accessible et la rendre accessible sur des bonnes bases, moi, je construirais pas une maison sur un sable mouvant. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et c'est dommage parce que le message et donc les valeurs du sport sont pas bonnes. Mais voilà. Si tu veux, au-delà du fait que il y avait pas grand-chose d'intéressant dans la partie que j'ai écoutée, mais moi ce qui me dérange plus, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de venir ratisser de l'audience chez les triathlètes. Et les mecs, ils veulent nous parler de triathlon, ils ont pas un échantillon sur eux, quoi. Donc, C'est faut, exactement voilà. ce qui me dérange le plus, c'est ça. C'est comme si nous, on commençait à faire un truc sur de la couture, on sait pas faire, on s'y intéresse pas. Et du coup, par contre, c'est un truc qui doit avoir le vent en poupe en ce moment, donc il faut qu'on fasse ça. Non, je pense qu'il faut que chacun reste chez soi. En plus, alors là, c'est tiré à balles réelles, je suis désolé, mais la FFA, je suis désolé de dire ça, mais a refusé il y a quelques années d'accueillir les triathlètes avec une licence de triathlon. Ouais, ça c'est bien vrai, ouais, 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 ouais. Donc ça veut dire qu'on fait pas le même sport. Donc ne nous embêtez pas, les coureurs à pied. Je suis désolé, je veux pas être raciste, mais je veux à un moment donné, il faut aussi savoir se dire que on fait pas le même sport. Avec grand respect, les spécialistes de la course à pied, je les regarde, je les écoute, je leur apprends absolument rien. Par contre, à un moment donné, les coureurs à pied qui viennent nous parler du triathlon, bah, faites-le avec distance, faites-le avec respect. Invitez des gens qui sont un petit peu spécialistes, pas des youtubeurs, et invitez aussi des gens qui ont des choses à raconter, parce que des youtubeurs qui connaissent pas l'histoire du truc et qui veulent te vendre quelque chose derrière, c'est un peu malsain. Nous, on pourrait, on le fait pas, et donc du coup, voilà. C'était le coup de gueule du jour et c'était la petite entrée. Voilà. Je suis pas critique souvent, mais de temps en temps, faut que ça sorte quand même. Non, non, mais t'as bien raison sur tout ce que tu dis, quoi. Donc retour à nos moutons sur le Tessan. On a eu un beau week-end, pardon, un beau week-end de triathlon. Avant tout, on voulait un petit peu s'excuser sur la qualité du son de l'enregistrement de l'épisode qu'on vous a envoyé avec Cédric, parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu un mystère pour nous, c'est que certaines personnes se sont plaints d'avoir des coupures sur les moments où moi je parle et, euh, et d'autres personnes pas du tout. Et on n'a pas vraiment trouvé où était le problème. Euh, Alors promis, c'est pas moi qui t'ai coupé le sifflet, hein. je suis pas sûr. Mais mais ouais ouais, il y a deux trois moments. Alors l'épisode est bien évidemment écoutable. Hein, on s'excuse auprès de Cédric, mais il y a une partie où on a perdu la bande et on a que la voix de Cédric. On n'entend plus mes questions. C'est pas très long, ça dure 3 4 minutes. Alors c'est chiant comme la mort, mais voilà, on tenait à s'excuser. Mais sachez que c'est pas quelque chose qui est de notre. C'est à l'issue de notre plein gré, comme disait un cycliste bien connu, quoi. D'ailleurs, en parlant de cyclistes, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont passé un petit peu de temps hier après-midi devant les championnats du monde de vélo, mais on a eu droit à un festival Pogacar c'est la suite logique de la saison, quoi. Et enfin quel talent, quoi.
Quel talent. Alors, quel talent! Il a participé à 9 courses, que ce soit des courses d'une semaine, de 3 semaines ou des courses d'un jour. En tout, il a pris le départ de 9 courses. Sur les 9, il en a gagné 7. Et il a 24 victoires sur la saison, ce qui est plus à lui tout seul que la majorité des équipes UCI Pro Tour. Voilà. Donc, on est devant un phénomène. Il y a quelques années, ça faisait râler les grincheux parce qu'il y en avait un autre qui avait fait pareil, mais c'était un Américain. Et il jouait dans la cour, il joue pas dans la même cour et en tout cas pas avec les mêmes produits. Là aujourd'hui, ils sont tous et d'ailleurs notre petit Sam Ledlow national en a fait la 24e ou la 23e fois ou 37e je crois, il a mis cette année. Les frais, il est testé de partout et donc je pense que lui aussi, notre ami Poggy. Donc on pourra pas remettre en cause le fait qu'on cherche. Et du coup, tant qu'on n'a pas trouvé, on peut que s'extasier devant la façon dont il a géré la course, quoi. Ouais, voilà. Si tu veux, au-delà de la performance à l'état brut, moi, vraiment, ce qui m'a, c'est que on peut pas. Il y a un truc qu'on peut pas dénier, c'est le fait qu'il aime le vélo, il aime la compétition, il aime prendre des risques, et la façon dont il a emmené sa course hier. Il y avait toutes les équipes nationales des grands pays qui avaient fait des plans en sachant qu'il allait certainement attaquer à distance et qu'ils allaient le contrer et que si et que là, 102 km du finish. Personne n'avait vu que d'avoir Tratnik devant, ça sentait le traquenard slovène. Tratnik était devant, mon Poggi qui attaque à 102 km du départ. Tout le monde s'y regardait un petit peu. Il a pris une minute, fin du bal. Voilà. Et vraiment, moi j'ai alors évidemment, moi je pense que et j'ai tendance à croire que les mecs sont bien évidemment toujours clean, parce que j'imagine que s'il y en a un qui est bien testé, c'est Pogacar. On verra si l'avenir me donne raison ou tort, mais je regarde ce sport-là avec vraiment des yeux émerveillés actuellement, et c'est un gamin qui a 25 ans sur la même saison être champion du monde euh, et vainqueur du Giro et puis vainqueur du Tour, et surtout la façon dont il a fait dans le Tour. Et je pense qu'il a été chercher tout ce qu'il voulait aller chercher. Il aurait pu aller en rechercher encore une ou deux si jamais il avait vraiment voulu. Enfin, c'est du grand spectacle, c'est du grand cyclisme. Et puis surtout, on a une génération d'athlètes. Je veux dire, pour ceux qui ont regardé les 50 derniers kilomètres de cette course, c'était vraiment spectaculaire. Personne n'a baissé les bras. Les Van Der Poel, ils se sont battus comme des chiens jusqu'au bout. Remco qui a roulé comme une brutasse qui faisait mal à la gueule à tout le monde. Il y a un moment, moi, je m'imaginais, j'étais debout devant la télé et il y avait Remco qui était à la planche sur la partie du plateau à un tour et demi de l'arrivée. Et il y avait Bardet qui était pourtant en canne, Bardet, qui était à 3 mètres derrière le groupe et il était complètement dans les cordes. Et Van Der Poel qui était pareil, pas beaucoup mieux, et Remco qui vissait devant. Mais putain, je me disais, waouh, 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 waouh. Oh le chantier. Est-ce que c'est pas là une erreur de sa part? À un moment donné, je me suis posé la question. C'est bien d'être fort, c'est bien d'être costaud, mais si t'es trop costaud dans un duel où t'es à un contre plusieurs, ben t'as pas trop intérêt à décourager tes collègues. Et je pense qu'ils se sont pas assez entendus. Même si Poggi, il est super fort, à un moment donné, s'ils s'entendent tous derrière, ce qui n'a jamais été le cas, ça a été un petit peu ça roule, un petit peu ça se regarde, un petit peu ça roule. Tout le monde avait peur de l'épouvantail Van Der Poel aussi, hein. Ils voulaient pas rouler pour le ramener, mais à un moment donné, ils jouaient tous pour la deuxième place. C'était soit Poggi, soit Van Der Poel, mais jetez-vous dans la bataille, quoi. D'ailleurs, quand Ben O'Connor part à 10 bornes ou à 15 bornes, ils le laissent partir parce qu'ils se disent, bah lui, de toute façon, il est pas Oh, dangereux, même on va le pas, arrête, revoir. il part à 3 ou 4 Ah, kilomètres du finish, hein. ben ouais, mais il le revoit pas. Bah, il le revoit pas, mais c'est surtout que je pense Et qu'ils c'est étaient pas Ben tellement. O'Connor. Ben O'Connor, c'est un bon rouleur, mais c'est quand même pas non plus un champion du monde. Derrière, t'as Evenepoel, t'as Van Der Poel, et t'en as 4-5 costauds quand même. Et Ouais, ça mais les revient pas. mecs, si tu veux, pour moi, l'analyse, c'est que Van Der Poel, quand il est arrivé à 7-8 km de l'arrivée, il s'est dit, je vais rester avec eux. On l'a bien vu aller chercher tout le monde qui sortait, avec simplement l'idée, il savait que c'était lui le plus fort au sprint. Donc l'idée, c'était de les amener au sprint. Ben O'Connor, il a ratonné un petit peu derrière, il leur a posé une patate et tout le monde l'a regardé partir en disant, ça va, il va pas tenir. Bim, fin du bal, quoi. Le sniper, il en met qu'une et il finit vice-champion du monde, hein. Voilà, mais faut voir les forces qu'il y avait en présence, hein. Skynes qui a roulé devant, le gars c'est une brutasse. Donc si tu veux déjà quand t'as une échappée devant avec Skynes et puis Ben Illy,
Les mecs, ils ont pas compté leur coup de pédale, hein, ça roulait. Ah non, putain. Derrière, t'as Bardet, Van Der Poel, le Suisse là, je sais plus comment, j'ai perdu son nom, Marc Hirschi. Marc Hirschi. C'est pas les gars. Attends, il y a quand même des clients aussi. Et puis le merde, le Belge. Ah putain, j'ai la tête qui fonctionne Evenepoel. plus. Ouais, non non, Van Der Poel il est Dutch, notre champion olympique là. Merde, Remco. Remco qui Remco Evenepoel. était, ouais, Remco. Evenepoel. Ah, j'avais compris Van Der Poel, pardon. Non, 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 non. Remco qui était, les gars, ils étaient là pour la gagne. Donc si tu veux, je pense que des mecs comme Van Der Poel, comme Remco, comme Hirschi, eux, ils allaient pour chercher la gagne. Donc et on sait bien qu'un championnat du monde, c'est un peu comme aux Jeux Olympiques. Tu finis 4, 5 ou 6, plus personne s'en fout quoi. Mais euh, mais c'était du grand spectacle, c'est du beau vélo. Et je regardais un petit peu où avaient lieu les prochaines éditions. L'année prochaine, c'est au Rwanda. Et Au je trouve que Rwanda, ouais. ouais, avec un parcours qui va faire mal aux papates parce qu'il y a 5745 mètres de dénivelé sur les 270 bornes, donc ça commence à causer un petit peu, avec 17 passages sur la ligne et puis des montées et des descentes. Le L'année vainqueur d'après, ne sera pas un rouleur. non, et visiblement il fera pas 80 kilos non plus. L'année d'après, c'est au Canada avec un parcours extrêmement difficile aussi. Je crois que c'est vers Montréal avec un parcours qui va être beaucoup de montées. Et l'année d'après, donc 2027, pour égaliser tout ça, c'est dans les Alpes en France. Donc ça devrait être sympathique les prochaines années. Et j'imagine pas qu'on ait du gros rouleur qui gagne dans les prochaines années quoi. À voir. En tout cas, un beau spectacle. On a eu une saison vélo route vraiment super. Et j'ai vu passer plusieurs posts sur le fait que pour les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en France en 2030, la France a demandé l'intégration du cyclocross en sport d'hiver. Ah, bonne idée ça. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Et si Cédric, tu nous écoutes, moi je me demande dans quelle mesure on ne devrait pas ajouter une discipline enchaînée, soit du triathlon d'hiver, soit du duathlon, quoi. Si on fait du cyclocross ou du X-tri ou quelque chose comme ça. Donc je me disais, Triathlon d'hiver, le triathlon d'hiver, bah, mais largement. triathlon d'hiver, ça s'y présente super bien. Je veux dire course à pied, VTT et puis ou gravel Ski-de-fond. encore mieux. Et puis ski de fond, ça serait quand même beau, ça serait spectaculaire et ça irait bien. Et en parlant de gravel, ben moi je me suis inscrit hier soir sur la course gravel de notre ami Frodo parce que j'ai pas de passeport et j'aurais visiblement toujours pas de passeport. Donc l'affaire Kona, elle est enfin bon, ça c'est encore une histoire de fou, quand même que j'en parle un petit peu. C'est que quand j'ai voulu réserver mon billet pour aller à Kona, j'arrivais pas à valider parce que ça me disait que mon passeport était pas validé. Pourtant, mon passeport était en cours de validité. Donc j'ai contacté la préfecture et la préfecture est revenue vers moi en me disant que en plus du mien, j'ai 3 passeports à mon nom qui sont en circulation dans le monde. Donc je parle Et à un trafiquant et je le sais même pas quoi. voilà, un trafiquant de passeport à mon nom, donc le mec quand même stupide quoi. C'est comme le mec qui fait des faux billets, qui ferait des billets de 3 euros quoi. Et, et, et donc bah, il a fallu que je prouve que bah, c'est pas moi qui avait 4 passeports. J'en ai eu 2 à un moment, mais parce que pour des questions de visa, mais 4 passeports, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait 4 passeports. Et en fait, donc mes passeports ont été annulés. Je ne peux pas voyager, je peux pas prendre l'avion. Et j'attends d'avoir un nouveau passeport qui me soit édité pour pouvoir voyager. Donc malheureusement, Kona a baisé. La seule bonne nouvelle, c'est que je me suis vengé. Alors j'ai voulu aller m'inscrire sur les championnats du monde de triathlon courte distance pour faire suite des championnats d'Europe de la semaine dernière. Donc les inscriptions Oh. étaient fermées. J'ai pleuré un petit peu. On m'a accordé l'ouverture d'un dossard et j'ai reçu le lien pour aller m'inscrire. Et là, quand j'ai reçu le lien pour m'inscrire, j'ai dit non, non, que c'était. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Voilà, je me suis bien frotté les yeux, j'ai bien regardé, j'ai fait un refresh de mon écran. Et quand j'ai bien vu, on demande quand même pour faire les championnats du monde ITU 540 balles, 540 euros, donc un demi-SMIC, hein, pour aller faire un sprint et un olympique, qui ont lieu dans le sud de l'Espagne. Alors, je, je veux bien que d'aller faire les championnats du monde, ça coûte un petit peu de sous, mais vraiment, là, faut qu'on arrête, quoi. La semaine dernière, on a essayé de dire du bien et de supporter ça. J'avais payé 300 balles pour le sprint et l'olympique à Vichy. Ça me paraissait déjà une somme importante
pour un sprint et un olympique, même si je pense que sur le fond, ça les valait quand même quasiment. Mais là, 540 balles pour un sprint et un olympique, non, non, ça marche pas. Donc non, je n'y vais pas. Et je me suis rabattu sur la course organisée par Yann Frodeno à Girona, qui s'appelle le S-Grail, où c'est un triathlon avec un format qui me parle un petit peu. C'est 1500 de natation, donc ça devrait passer sur le talent. 100 de gravel, donc, et 10 à pied en trail. Donc voilà, ça a de la gueule, ça fait j'ai un gravel à la maison depuis quelques temps et je me fais bien plaisir à rouler en gravel. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion d'aller essayer de pas trop se faire mal là-bas. Et donc le 20 octobre, il y a cette course de ce triathlon gravel et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ça parce que je pense que ça peut être une des voies de développement de notre sport dans un futur plus ou moins lointain parce que beaucoup de monde aujourd'hui se met au gravel. Il y a plein d'avantages, hein. C'est que c'est sympa, c'est quand même moins terrible que le VTT parce que le VTT, dès l'instant où vous avez des VTTistes, euh, ben, les parcours genre Xterra et tout, c'est tellement technique que si vous n'êtes pas un VTTiste, vous avez aucune chance de faire. Moi, j'avais fait une fois un Xterra dans le Revermont à côté de chez nous là. Je sors premier de l'eau, je pose le vélo 40 quoi, hein. Donc c'est pour vous donner une idée. Si c'est pour faire 40 km avec des gars qui vous gueulent derrière, la piste, pousse-toi et tout, prendre des risques de dingue dans les descentes sur des petits singles, ça m'intéressait pas trop. Faire C'est du quoi, tout. c'était l'Oxy Race? Ouais, l'Oxy Race, ouais. L'Oxy Race, ouais. Ouais, pas le Xterra, pardon. Euh, et mon gamin a fait un duathlon, un cross duathlon hier ici qui était organisé par des VTTistes. Sur les 7 km de vélo, il a dû pousser le vélo pendant la moitié de la distance, quoi. Il était en tête à la fin de la course à pied et derrière les VTTistes. Ouais, je trouve qu'il y a un petit peu une culture d'essayer d'aller chercher les parcours les plus durs et à un moment où on limite un petit peu le développement de tout ça. Faire du tout-terrain, c'est bien. Faire du VTT, vélo tout-terrain, hein, c'est pas de l'escalade non plus, quoi. Et il faut que ça reste un minimum accessible pour tout le monde si vous voulez que la discipline elle ait tendance à se développer et puis attirer. Moi, quand je voyais la course des gamins hier, ils partaient à vélo. Au bout de 20 mètres qu'ils étaient sortis du parc à vélo, ils étaient tous à pied en train de pousser les vélos tellement c'était raide, quoi. Et franchement, je vois pas l'intérêt. Si on veut faire de la marche à pied, on fait du trail, quoi. Il y a un moment, enfin, c'est mon avis. Mais voilà, le parcours gravel de cette course-là, sans borne de gravel, c'est du chemin blanc, ça vallonne. Je sais plus combien il y a de dénivelé, mais ça reste raisonnable. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ça se passe. En plus, c'est une course un peu de fin de saison. Il y a un peu la fête, ça fait un peu les barbecues le soir. Encore, je leur tire mon chapeau parce qu'à l'inscription, ils nous demandent si on est végétarien, vegan ou autre chose. Donc, je trouve Ah que bah, vu de la part de Frodo, c'est normal quand même. oui, oui, c'est normal. Mais si tu veux, tout le monde le fait pas, quoi. Ah Et non, non, ouais, mais c'est bien qu'il fasse ça. ouais, moi, je trouve que c'est bien, quoi. Il y a un moment, il y a des gens qu'on. Enfin, moi, j'en suis au point de généralement, je vais plus au pasta party parce que il y a toujours de la bidouille ou du fromage. Là, qu'on te le demande, je trouve que c'est quand même sympa. Et puis une inscription qui pour une course qui va quand même nous occuper pendant, je pense, entre Un moment. entre un half et un full. Donc je pense qu'on est parti pour entre 6 à 8 heures. 250 balles d'inscription, c'est pas donné, mais ça reste encore acceptable. Donc voilà. Donc 20 octobre là-bas et puis je pense que allez, j'essaierai, j'ai envoyé un petit message à Yann, j'espère qu'on pourra peut-être arriver à l'avoir et puis essayer de faire soit une petite Mais vidéo, soit une petite interview. Voilà, s'il est là. ouais, j'allais dire, faudra faire des insides là-dessus, c'est obligatoire. Ouais, ouais. Ouais, Et puis ça sent la fin de saison, tout ça, donc ça sera bien cool. Puis ça sera juste avant qu'il vole pour Kona, je pense. Donc voilà. exactement. Moi, toi, tu l'as au décollage, moi, je l'ai à Toi, tu le chopes l'atterrissage. à l'arrivée. Voilà, voilà, les amis. Donc Yes. on bascule sur le Tessan parce que mine de rien, ça fait déjà 20 minutes qu'on papote comme des deux vieilles commères. Et voilà. Et Tessan Ibiza, du grand spectacle. Une course homme et une course femme. Course homme départ 8 heures, course femme départ 10h30. C'est une des choses que j'ai pas super compris au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que quand les mecs étaient sur la partie course à pied, on a eu le départ natation des femmes
et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Parce que ça switchait de la course natation femme à la course à pied homme. C'était loin d'être idéal, mais je dois bien reconnaître que ils ont quand même réussi à assurer un suivi de course qui soit décent et qui nous permette d'arriver à voir les moments clés à la fois de la natation et à la fois de la course à pied, même si moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils fassent partir les femmes une fois que les hommes étaient arrivés, quoi. On touche là l'info principale, c'est que Tessan continue à progresser, Tessan continue à faire du Tessan, à innover, à chercher et à trouver des solutions des fois auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Faire chevaucher les deux courses comme ça, c'était peut-être pas idéal sur le papier. Au final, ils s'en sortent super bien. On a les moments clés, on arrive à suivre les deux courses et on a les écarts en direct parce que c'est des choses qui sont quand même relativement remarquables. Et puis ouais, le spectacle. Alors au départ, c'était pas peut-être même pas prévu comme ça sur le calendrier. Ils avaient peut-être accordé une chance supplémentaire aux dames, un jour supplémentaire de récup en mettant la course le dimanche. Ça a bougé, c'est venu se chevaucher avec les hommes. Et puis au final, elles n'auront pas eu beaucoup plus de récup que ça. Et puis, bah, autre enseignement majeur du truc, c'est que quand on fait Nice la semaine d'avant, bah, du coup, ça couine un petit peu le matin au réveil quand on vient faire un Tessin. C'est moins qu'on puisse dire, puisque les deux qui étaient à Nice, elles ont un petit peu couiné, quoique. Ouais, ouais, il y a eu. Alors moi, j'avais parlé du parcours qui devait être beaucoup plus sélectif que ce que c'était. Visiblement, l'information que j'avais, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'autorisation d'utiliser la route côtière qu'ils avaient envisagée, ils l'ont pas eu. Et je pense que ça doit pas être trop facile en termes d'organisation à Ibiza, puisque le déplacement de la course femme, le changement du parcours un petit peu dernière minute. Moi, j'étais à Ibiza l'année dernière, et c'est vrai qu'on est vraiment, enfin, c'est la plus grosse ville d'Ibiza, l'endroit où ça a lieu. Alors c'est vrai que pour la partie de course à pied, c'est vraiment super, c'est vraiment un beau parcours, c'est spectaculaire. Mais si vous voulez sortir de la ville, il y a quand même un petit peu de, si vous voulez vraiment vous retrouver à l'extérieur dans des routes qui sont non urbanisées, il faut faire un petit peu plus de distance et la possibilité d'aller vers le nord, visiblement ça n'a pas pu se passer comme ça pour des questions de fermeture de route. Ils avaient quand même un parcours qui était mieux, ça rendait pas aussi dur que ce que c'était parce que les routes sur lesquelles ils ont roulé, je les connais bien puisque l'année dernière on était nous au camping à l'endroit où ils faisaient le demi-tour du vélo là, dans cette ville où, rappelez-vous, l'année dernière à Ibiza, le Tessan avait été greffé sur les championnats du monde multisport, et la ville où il faisait le demi-tour, où il descendait sur les pavés quasiment au front de mer, c'était là où il y avait les championnats du monde de duathlon qui avaient eu lieu. Et on était placé juste à cet endroit-là, et c'est vrai que la route entre la ville principale où il y avait la transition et le demi-tour vélo, eh ben, elle était toute sauf plate. Et elle est relativement exposée au vent parce que c'est une espèce de digue qui a été construite sur laquelle ils ont mis la route. Et il y a une bonne partie en faux plat montant. Il y a un moment, c'est même du bon faux plat, ça doit être 3,5-4%. Et on voyait qu'il y avait, d'ailleurs, si vous regardez les vitesses, elles étaient nettement inférieures à ce qu'on a pu voir sur certains autres Tessans. Ça roulait fort, hein, fort, 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 mais les moyennes étaient quand même un petit peu en dessous. Donc, et au niveau du parcours à pied, moi, ce que j'ai trouvé, ils avaient vraiment fait un super, super boulot avec une épreuve de course à pied qui se déroulait dans la vieille ville, qui me faisait un petit peu penser à la Super League Toulouse, d'ailleurs, qui arrive bientôt, et enfin Super Trail Toulouse. Et beaucoup de changements de direction, des relances, et puis surtout une bonne patate quand même à se taper cette fois. 150 mètres à 8%. Ouais, c'est pas rien, ça en a détendu quelques-uns. Donc la montée c'était une chose, la descente était une chose, et puis beaucoup de à chaque fois et ça tourne à droite et ça tourne à gauche et il y a un cône au milieu de la route et il y a des parties avec des pavés. On avait vraiment un super beau parcours à pied, ça rendait très très bien et ça a été filmé, c'était magnifiquement filmé à ce niveau-là. Il y avait du drone, il y avait une moto qui était derrière. Euh, si on veut parler un petit peu de la retransmission, moi je trouve vraiment qu'ils ont trouvé leur rythme. Euh, c'est vrai que c'est vendeur, hein, le produit, c'est bien filmé. Il y avait en plus cette fois, ils avaient ajouté ce QR code qui apparaissait sur l'écran qu'on pouvait scanner et qui vous donnait accès aux écarts live.
Et on a un peu, on a mis une ou deux cartouches à Ironman la semaine dernière pour avoir des écarts à l'écran qui correspondaient pas vraiment à ce qu'on voyait à la réalité. Là, on voyait il y avait une grande réactivité au niveau des informations. Dès l'instant où il y avait un dépassement qui était effectué sur le vélo ou à pied, on voyait les positions qui shiftaient sur le tableau. Euh, Moi, je dis bravo, quoi. Vraiment, vraiment une belle course. Euh, pas grand chose à dire. Pas de trafic, évidemment. On n'a pas vu de bagnole arriver à contresens. Alors évidemment, c'était un parcours qui était plus court, mais on n'a pas vu de trucs de dingue. Si, Euh, il y a 2 fusées au départ, mais elles se sont trompées de route. oui. Et puis on a vu Sam à un moment, je crois, qui s'énervait un petit peu après une moto parce que la moto était un petit peu trop proche de lui derrière. Et puis il estimait que ça créait de l'aspiration pour les gars qui étaient derrière. Et je pense qu'il avait pas tort dans son truc. Euh, Parlons de Sam, qui nous a fait du lait de l'eau, c'est-à-dire qu'il lui est arrivé un petit drame dans les jours avant, comme d'habitude, en allant courir et s'échauffer, il s'est foutu la tronche dans un panneau de signalisation. Euh, Lors de l'interview, Richard Ledlow disait que ils l'ont quand même retrouvé KO sur le bord de la route, et donc ça a quand même dû bien taper. Il y a quand même toujours quelque chose qui se passe avec Sam et au final il en tire une belle motivation et avant de reparler de la course, moi je pense que il a dû gâcher les soirées de nos amis norvégiens parce que ce qu'on a vu là c'était quand même une performance de haut niveau sur une distance qui au final n'est pas la sienne. Et de c'est dire sur un jour où il n'avait pas forcément les jambes, ça, ça fait quand même un peu peur parce que si jamais il arrive à Kona, même dans l'état de forme qu'il a là, et surtout avec le niveau qu'il a actuellement en course à pied, faut pas oublier qu'il avait gagné à Londres, que là il fait une des meilleures courses à pied du lot. En fait, pour moi, je le considère faisant la deuxième course à pied, meilleure course à pied, même si au niveau des chronos c'est pas vrai, mais je veux dire il était devant. Quand on est dixième comme Keulen était, on peut faire le meilleur chrono à pied, ça change pas grand chose au final sur le résultat, mais le niveau qu'il a actuellement en course à pied, ça fait peur, quoi. Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent avoir des soirées un petit peu compliquées du côté de Bergen, quoi. On a eu alors on commence par les hommes, mais c'est pas très galant, mais on va commencer par les hommes. Chez nos gaziers, la course a été relativement limpide et il n'y a pas eu trop de surprises dans le déroulement, si ce n'est notre ami Rico qui a fait un petit festival en vélo. Il y a eu un regroupement devant après la natation qui a pas fait des gros écarts, sauf pour quelques petits habitués du fond de pack et un qui était pas très habitué du fond de pack, mais voilà, Martine et Sam qui était pas trop devant en natation. Il sort de T1 en deuxième position. Et puis après, bon, sauf l'erreur de parcours dont on parlait tout à l'heure, c'est un groupe de motos qui était devant, ça a usiné le pédalier de fou. Et même que Sam avait un petit peu marre d'être tout le temps devant, il voulait faire un petit peu engager tous les autres. Et puis au final, ça lui a pas plu parce que à 10 bornes de l'arrivée, il a mis une cacahuète. Et je pense que là, tous ceux qui en avaient un petit peu marre d'usiner depuis 1 heure et demie ont commencé à sentir un peu les quads brûler. Et puis après, la course à pied, ça a été un festival puisque du coup, Sam et Martine ont fait une course de fou. Bah, ils De se fou. sont détachés tout de suite. Le premier qui part à pied, c'est Rico Bogen qui fait une transition. Déjà, c'est lui qui nage, il nage devant, hein, Rico, comme d'habitude. Le premier qui sort de l'eau, ça doit être Van Ryle, je crois. Van Driel Rico à égalité. Ouais. Et Rico perd un tout petit peu de temps en transition parce qu'il met ses chaussettes pour le vélo. Il part un petit peu derrière et très rapidement il prend la tête. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore chez Bogen, c'est que à chaque fois, on le voit prendre le taureau par les cornes et puis venir se positionner en tête du pack. Il a vraiment à cœur de prouver que c'est un des tout meilleurs mondiaux. Et c'est vraiment une brutasse, hein. Déjà le mec, il montait solide, hein. Et sur le vélo, je le trouvais vraiment facile, moi.
Et il a fait une grosse partie de manivelle. Le seul qui a pu arriver à le ramener un petit peu à la raison, c'était Sam. Mais le parcours, je pense, se prêtait pas vraiment facilement. En plus, les routes sont relativement étroites à Ibiza, hein. Et comme une partie du parcours était en aller-retour, je pense que c'était pas facile d'arriver à se barrer sur un parcours comme ça, surtout qu'il y avait quand même un petit peu de trafic au niveau des motos avec les caméras et tout ça. La seule critique que je pourrais poser moi sur le parcours, c'est que j'ai quand même trouvé qu'à plusieurs endroits, le fait que c'était en aller-retour avec l'étroitesse des routes, il y avait deux, trois endroits, c'était quand même un peu chaud cocotte aux endroits, parce qu'il y avait les motos sur les ronds-points qui prenaient parfois à contresens les ronds-points pour justement éviter d'emmener parce qu'en fait en vélo on peut prendre un rond-point beaucoup plus vite qu'une moto, surtout une moto avec un caméraman posé sur la selle arrière. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu chaud quand même, quoi. Donc il y a certainement un truc qui est à faire. Ibiza, oui, c'est bien. Oui, Ibiza s'y prête bien. Je suis pas certain que ces routes-là, ou du moins un circuit à boucle comme ça, soit l'idéal pour un parcours type Tessan. Même si ça rendait bien à la télévision, heureusement qu'il n'y a pas plus que 20 concurrents, quoi. Alors c'est ce que j'allais dire. Sur une course groupe d'âge où tu mets 1000 ou 1500 participants, je suis pas sûr du rendu de la chose parce que ça doit être un petit peu le festival du drafting. Tu peux pas arbitrer là-dessus. Si tu mets plus que 20 gugus là-dessus, ça devient vite des autobus ou L'année des dernière, la pelotons. course groupe d'âge, c'était pas le même parcours que le Tessan, Et hein. ça C'était une serait grande boucle, logique. hein. Ça serait Ouais. logique que ce soit pas le même parcours. Après, quand tu fais ça et tu as envie de faire le même parcours qu'eux, mais ou pas, mais là, en l'occurrence, ça donne pas du tout envie. Et puis, bah, sur le parcours vélo, c'est vrai que ça se prête pas à créer des gros écarts, mais en même temps, quand tu usines le pédalier pendant 1h45 à bloc, bah, soit tu le mets à ton rythme et auquel cas tu te fais un petit peu décrocher du pack, soit tu essayes de rester au contact. Et bah, c'était suffisamment dur pour usiner un peu les cuissots à tout le monde quand même, hein. Ouais, ouais, c'était le parcours était dur, beaucoup de ronds-points, beaucoup de grosses relances de bûcherons, beaucoup de demi-tours sur la route. Et puis, moi, il y a quelque chose qui, je pense, a impacté beaucoup le parcours vélo et le fait que personne n'ait voulu vraiment prendre de risques à se barrer devant, c'est que tous ces gars-là, ils avaient bien conscience que le parcours course à pied était super difficile. Beaucoup de relances, changements de surface, et puis cette patate à se taper 7 fois. Et je pense qu'à un moment, le fait de savoir que la course à pied, elle allait être très dure physiquement, ça a certains gars ont été un petit peu plus raisonnables sur le vélo et je pense que c'était peut-être la décision de Sam. Il se sentait extrêmement fort en vélo en course à pied ces derniers temps et je pense que il savait qu'il allait pouvoir jouer devant. Et on voit bien ceux qui ont pris des risques sur la partie vélo, Rico au début et Frédéric Funk sur la deuxième partie. Et ils n'ont pas fait une grosse course à pied derrière, quoi. Et ça a forcément impacté les résultats. Euh, il y a autre chose dont il faut qu'on parle, c'est qu'on a vu à la fois sur la course homme et la course femme les deux premières pénalités pour drafting sur des courses Tessan. Et encore une fois, je pense qu'il faut leur tirer notre chapeau, c'est que jusqu'à maintenant, les pénalités pour drafting, ils appliquaient la règle de la fédération internationale ITU, qui était 3 minutes. En cas si vous faites gauler pour drafting, en gros, sur une course T100, vous prenez 3 minutes pour drafting, la course était finie. Sur le dernier podcast, un des derniers podcasts de Jack Kelly où il interviewait Sam Renouf, Jack avait abordé ce sujet avec Sam Renouf en soumettant l'idée de réduire les pénalités à 1 minute pour que l'athlète qui se fasse gauler pour drafting, à savoir que tous les athlètes sont équipés du Race Ranger, donc avec la petite lampe, hein, Et surtout, et surtout ce qu'il faut mentionner du départ, c'est que depuis le début de l'histoire du Tessan, ils ont tous leur S-Ranger et il y avait eu 0 pénalité distribuée. Donc c'était ça qui commençait à faire un petit peu couiner, puisqu'au final, pourquoi disposer d'une technologie de pointe et de pas l'utiliser, quoi. Et puis le fait de prendre 3 minutes, bah, quelque part vous preniez 3 minutes, en gros vous étiez en dehors de la course, c'était fini, quoi. Donc derrière ça servait à rien de continuer. Renouf lors de l'interview on l'avait senti extrêmement attentif. Résultat des courses en l'espace de quelques jours, changement des règles.
Première pénalité drafting 1 minute, deuxième pénalité drafting 2 minutes, enfin 1 autre minute, troisième pénalité drafting disqualification. Et moi j'ai trouvé que en termes de réactivité, en termes de logique, c'était super. Je trouve que c'est vraiment bien. Le premier qu'on a fait les frais, c'est Alistair Brownlee. Ça a dû chier un peu, je pense, le soir, mais Surtout qu'il est le seul à le prendre. oui, Et il est le seul à le prendre. il pourrait très bien ne pas être le seul à l'avoir prise. Ouais. Et par contre, ça lui tombe dessus. Et ce qui, moi, m'a fait rire, puisque je me suis dit à un moment donné, ça va ruer dans les brancards. Et au final, sur sa pénalité, il est relativement cool hein, Il est quand il l'a fait. super calme. Et t'as vu, il a mis un post où il disait I was probably deserving it. En gros, il disait que il pense qu'il la méritait. Alors même s'il ne la méritait pas pour ce coup-là, il y a quand même d'autres courses où Brownlee, il a quand même joué avec les limites, quoi. Je sais plus laquelle c'était, si c'était à la fois à Miami et puis à Londres, où il était en permanence tout le temps dans la limite des 10-12 mètres, pardon, des 20 mètres, mais toujours un petit peu à la limite. Et le Race Ranger était souvent allumé. Bref, Brownlee qui prend une pénalité, il prend 1 minute. Ça a certainement changé un petit peu les résultats de fin de course, mais bon, il a joué avec le feu. Peut-être que la prochaine fois, il sera un petit peu plus à distance. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il avait gardé son sang-froid, quoi. Parce que je m'attendais à avoir un pétage de plomb en ordre. On connaît comment réagir, est capable de réagir Alistair Brownlee. Et effectivement, ça sentait un peu la poudre. Il l'a bien pris. Est-ce que finalement, ça s'agit avec le temps, ça serait plutôt pas mal. Je parle bien du Tessan, je parle pas du circuit PTO. Le circuit PTO, il y en a un autre qui avait pris une pénalité. Et il y en a qu'un, je crois, dans ma souvenir, c'était Vincent Louis sur le challenge Daytona. C'était un challenge, c'était le début du circuit PTO, mais il n'y avait pas eu d'autres pénalités impactantes sur la course comme ça. Et il y en a eu un donc chez les hommes et une pénalité chez les filles. Et les deux ont un impact sur le classement final. Hein. Ah ouais, complètement, parce que Brownlee... Tiens, bah, lis-nous le résultat final. Donc, premier, Van Driel, deuxième, Sam Laidlaw. Et troisième, Mick Hanout, si on va aller jusque-là, et au 4, Alistair Brownlee. Donc 3h11 36 pour Martin Van Driel avec le meilleur chrono natation. Deuxième, Sam Laidlaw, les deux courent 57-45, 58-09. On est bien sur du 18 km, hein. Donc c'est facile à calculer. S'ils ont couru moins d'une heure, ça veut dire qu'ils ont couru plus de 3,20 au kilomètre, enfin moins de 3,20 au kilomètre. Le troisième, Mick Hanout, et dans les starts au niveau de la natation, il est 10 secondes derrière. 1h47 et quelques 29-30, c'est exactement la même chose pour les trois premiers. Et ça court 59-31. Le troisième est à 3h13 et donc il est à juste 2 minutes de la gagne. Le quatrième, Alistair Brownlee, est à 3h14, 15 secondes. Il est à 45 secondes. C'est-à-dire que si il prend pas la pénalité, il est troisième. Voilà. Ouais, Ou pas. bon voilà, il a joué, il a perdu, il reconnaissait un petit peu sa faute. Moi, je tiens à souligner la troisième place de Mick Hanout, parce que c'est un gamin, hein, il a 21 ou 22 ans, Mick Hanout. On l'avait vu apparaître l'année dernière au championnat du monde en même temps que Rico Bogen, un petit peu au championnat du monde 73 à Lahti. N'empêche que il a toujours été là, quoi. Et il monte step by step. Aujourd'hui, il est troisième. Et C'est un wildcard, hein. ouais, c'est un wildcard. Hein. Et le mec, il est pas, il est, il, il est toujours là, il est toujours présent et il a pas de faiblesse, quoi. Il nage super bien, c'est une brutasse à vélo, c'est encore un gabarit de dingue et il court super bien, quoi. Et il ne fait que monter en puissance, que je pense que c'est un petit peu watch this space. Je pense que le mec il est là et il fait partie de cette génération d'athlètes qui ont entre 22 et 26, 27 ans, qui sont relativement récents dans le sport et surtout qui sont gorgés de talent, quoi. Je me suis arrêté au top 4, j'aurais pu aller au top 5 puisque Fred Funk fait quand même le meilleur temps vélo en 1h47-24. C'est vrai que c'est plutôt sur des standards d'1h40, 1h42 sur du 80 km. Là, ils prennent entre 5 et 7 minutes sur de moyenne, donc ça veut dire que le vélo était vraiment pas facile quand même. Mais ça nage 24-57, donc à 10 secondes du pack. Et ça court 1h01, donc ça veut bien dire que le parcours vélo, il a laissé des grosses traces, même pour les gros rouleurs. Petit big up à Mathis Margirier quand même, qui fait top 10.
qui loupe la natation, qui roule bien mais pas aussi fort que d'habitude et qui est un des rares à courir donc sous l'heure 59-44. Ça classe le bonhomme. Ouais, c'est là qu'on se rend compte que la natation, elle a quand même un gros impact sur ce genre de course et que même à 20 mètres, il y a quand même un petit avantage à rester dans le pack, même si c'est qu'un avantage psychologique. Et j'ai trouvé que Sam était encore une fois super stratégique dans son positionnement sur la route parce que il pouvait doubler à droite ou à gauche les athlètes et le vent était de côté sur la partie faux plat montant ou faux plat descendant et on voyait systématiquement Sam se positionner du côté pour éviter de créer de l'abri à ceux qui étaient derrière. Et ça correspond bien au Sam Laidlow qu'on connaît, C'est qui un est filou. C'est un ouais filou de ouais cycliste. ouais c'est un renard. Mais tu vois bien que le mec c'est un renard de toute façon. Donc c'est un malin. Stratégiquement c'était bien pensé. Et puis c'est vrai que moi par exemple la semaine dernière au championnat à Vichy aux Europes, on avait vent de côté aussi. Quand tu te positionnes, quand le mec qui est devant toi il se positionne sur la route du mauvais côté, putain t'as envie de lui crever les yeux quoi. T'as, t'as pas du tout d'aspi, t'as rien. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien joué. Et, T'es un peu et, extrémiste toi, comme... un petit peu quand même. Attends, quand t'as le couteau entre les dents, mais tu vois bien que c'était voilà, c'était stratégique, c'était réfléchi, c'était bien pensé. Et, et ce parcours à vélo, il a vraiment fait des dégâts. On voit bien, hein, Funk, putain, il est impressionnant aussi sur le vélo, lui, le mec, Ah oui, oui. il amusait pas la galerie. Hein, Non, c'est non. Sam, pour la petite histoire, Sam, il avait un plateau de 62 hein, devant. Donc, on est quand même Hors déjà taxe? sur de Hors hors taxe? taxe. On est quand même sur de la grosse galette. Hein. Donc, alors, ça rend pas parce que les mecs qui sont grands, il y avait, je crois que c'est Bakegaard qui avait un 61 aussi. Mais ouais, 62, on est sur du gros plateau quand même. Là. Hein. On est meule de comté. Je voudrais une pizza XXL, s'il vous plaît. Ouais, elle rentre pas dans la boîte, monsieur. C'est pas grave, pliez-la en deux. Ça fera une calzone. Mais Mais ouais, donc et puis donc fin du vélo où Funk fait un petit peu son festival devant. On voit que Sam avait décidé d'être un petit peu dans une position d'attente derrière. Et départ de la course à pied où c'est Rico qui part, vu qu'il avait déjà ses chaussettes, Rico part tout de suite en tête, vite. Et sur l'aller-retour sur le port, on l'a rapidement vu commencer à alors il y avait une vue de avec le drone où il y avait Rico qui était devant qui doit leur prendre 50-60 mètres d'entrée de jeu et puis derrière il y a le duo Sam Laidlow Martin Van Driel et ça courait nettement plus vite et on a vraiment eu l'impression que Rico ralentissait. Je suis pas sûr que ce soit le cas mais c'est juste que les deux ils couraient à 3,05 donc 3,05 3,07 et grand moment quand donc il y avait Sam et puis Van Driel qui couraient épaule contre épaule et Sam a pris la décision, enfin a dû trouver que ça courait pas assez vite et s'est positionné devant et on voyait bien que Van Driel il était quand même pas trop à la fête derrière parce que ça dandelinait un petit peu de la tête. En fait, c'était vraiment du beau spectacle. La montée, j'avais pas l'impression qu'ils l'ont beaucoup vu sur les premiers tours et les relances en sortie de virage et tout ça. C'était vraiment télégénique, c'était une belle retransmission. Au niveau des commentaires, c'était vraiment bien fait. Moi, j'ai vraiment trouvé que cette partie course à pied était super divertissante. C'était du beau spectacle triathlétique. J'avais mal aux cuisses rien qu'à regarder le spectacle parce que ce soit à la montée ou ouais, ils l'ont peut-être pas vu les premières fois, mais je pense que ils devaient vraiment le sentir. Les relances à chaque fois, et puis Martin Van Driel, on a l'impression, on se dit toujours qu'il va craquer, puis en fait il craque jamais. Au contraire, quand il a décidé d'accélérer, il a décidé d'accélérer. Et puis le fait que ce soit en multiboucle, on se dit ben ouais, mais 7 tours, ça veut dire que c'est des tours relativement courts. Ça fait 2 km 3, 2 km 4. Putain, quand des athlètes comme ça se font laper, ça fait quand même bizarre, hein, parce que c'est 2 km 4, si tu cours à 3 au kilo, ça fait 6 minutes, enfin ça fait 7 minutes 30. Donc si tu te fais laper, ça veut dire que tu as pris au moins 8 minutes. Par contre, dans la tête, quand tu as un athlète qui double, ça veut dire qu'il est 8 minutes devant toi.
On l'a vu chez les mecs et on l'a vu Chez sur les la filles. course femme aussi, quoi, avec des écarts qui étaient vraiment importants. Mais pour finir sur la course homme, donc Sam et puis Vandril font un festival sur les 5 premiers tours des 7. Et dans la descente du 5e tour, pour aller chercher le 6e, Vandril place une petite attaque en fait. Il laisse aller en fait les jambes et il prend 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres et il fait littéralement le dernier tour mais à bloc. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pu courir en termes de vitesse sur le dernier tour, mais c'était vraiment spectaculaire quoi. La facilité que ce mec il a, les capacités athlétiques, la façon dont il est positionné, c'est vraiment incroyable et c'est le seul athlète qui est complètement invaincu sur moyenne distance. Que ce soit 73 ou Tessan. Tessan, 2 départs, 2 victoires. 73, il a dû en faire 3 ou 4 victoires. Le mec, c'est un épouvantail, quoi. Et surtout, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé à l'arrivée, beaucoup de respect entre les athlètes. Ça s'encourage. Vandril qui a dit un petit mot sur Sam Ledlow, il l'a remercié pour la journée, qu'il était content d'avoir passé la journée à courir et à se battre avec lui. Ouais, ça passe bien à la télé quand même, hein. Je veux dire, du beau spectacle. Ouais. Et puis ça fait envie. Enfin, c'est des beaux athlètes, c'est des belles courses, c'est faire. Il y a il y a plein de belles choses qui transmettent. Et que ce soit la course homme ou la course fille, enfin, tu vrilles devant, quoi. Donc, à un moment donné, ça donne envie. C'est un beau produit. Ouais, c'est un beau produit, c'est vendeur et Mikanout qui baisse jamais les bras, qui fait une grosse course à pied. Brownlee qui est parti un petit peu tranquille sur le début de la course à pied où je me suis dit la pénalité ça va lui avoir séché la gueule et je pense qu'il va juste finir en roue libre. Non, il lui a fallu un tour pour se mettre en route. Par contre derrière on a vraiment vu du Brownlee qu'envoyait. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un Alistair qui revienne certainement peut-être à un de ses meilleurs niveaux des 3 ou 4 dernières années. Il était très fort. Il fait une énorme course à pied. Il doit faire le deuxième temps course à pied, je crois, juste derrière Yuri Cullen. Cullen a quand même couru Non, non. 50, non? Non, il court 59. Alors, et 59-12, donc 58-12. Non, parce que la pénalité, c'est en vélo. Donc, non, il court 59-12. Ce qui est énorme, hein, mais devant, il y a Van Ril, Cullen 56-44, Van Ril 57-45, il prend une minute quand même. Sam Ledlow 58-09 et Benito Lopez, l'Espagnol, qui fait 6, qui court 58-59. Brownlee 59-12, donc non, il fait le 5 ou le 6e temps course à pied. Mais bon, D'accord. Et c'est quand même un de ses meilleurs résultats récents par rapport à ce qu'il a fait ces dernières années. Et puis, je pense que top 4 pour lui, c'est pas bon, mais c'est quand même plus qu'encourageant. Et ça veut dire que Brownlee, il a pas fini, quoi. ouais, puis c'est un mec qui est dangereux parce que si jamais il prend pas la minute de pénalité, il joue podium, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. Mm, mm. je pense qu'il va falloir le garder à l'œil et que sur les courses qui arrivent, la prochaine c'est Dubaï, qui est la semaine après, qui doit être le week-end de Kona, je crois. Il n'y a pas Las Vegas entre les Euh, deux? il y a Las Vegas qui était dans 3 semaines. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, Mm. oui, pardon. Il y a Las Vegas et puis derrière 2 semaines après il y a Dubaï. C'est ça. Non, 28 septembre Ibiza, donc ça c'était hier. Le 19 octobre, Las Vegas, donc la semaine d'avant Hawaï. J'imagine que les Hawaïens seront pas là-bas. Et puis 16-17 novembre, donc quasiment un mois après Dubaï, si on parle que du calendrier Tessin. Ce qui veut dire 3 semaines après Hawaï, tu te refais la finale du Tessin. Je pense que là, Sam a marqué, il est en partance pour Kona. Donc ça veut dire qu'il sera pas à Las Vegas. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup qui étaient là hier qui seront à Hawaï à part lui. J'essaye de regarder, mais je crois pas, hein. Non. Léon est À part qualifié? Léon. À part Léon Léon? qui est qualifié, mais Léon, on peut parler de Léon 2 minutes parce que moi c'est quelqu'un que j'adore. Ouais. Et soit la distance lui convient pas, ce qui est possible, mais pourtant c'est un des meilleurs rouleurs, c'est un très très bon coureur. Soit la distance lui convient vraiment pas, soit il fait le fond de classement, il fait le mauvais élève entre guillemets. Je fais le mini pour assurer le classement top 15.
Et puis le reste, je joue dans ma cour sur les Ironman. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. J'aimerais beaucoup pouvoir parler avec lui de comment lui il le vit parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de courir devant. Quand il est sur Ironman, c'est une dague. Hein, c'est forcément à chaque fois il fait des très très belles courses. Vélo, course à pied, c'est une brutasse. Et là, il se retrouve avec les meilleurs du monde sur cette distance-là, certes, mais il n'arrive pas à jouer devant. Et je sais pas. Ça m'interpelle et j'aimerais vraiment beaucoup en parler avec lui. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les 10 premiers athlètes du classement PTO à la fin de l'année qui auront la priorité sur le renouvellement du contrat. C'est-à-dire que le top 10 va avoir un contrat qui va leur être proposé. Ensuite, il y a 10 autres athlètes qui sont à la discrétion du PTO. Mais les 10 premiers sont garantis d'avoir un contrat. On parle de contrats entre 70 et 120 000 euros à l'année. Donc, ça fait quand même 3 sous, quoi. Et aujourd'hui, ben, Léon est pas dans la position d'avoir un contrat qui lui soit proposé, renouvelé pour l'année prochaine. Ouais, je sais pas. Ben, clairement, aujourd'hui, après 5 courses, on peut carrément dire que visiblement, soit la distance, enfin, la première analyse, ce serait de dire que la distance ne lui sied pas. Après, est-ce qu'il arrive à garder un certain degré de motivation pour se battre en fin de classement? Je sais pas. Un peu. Parce que là, en plus, Je pense qu'il y a. on touche un point crucial dans l'affaire PTO et Tessan. Dire que le Tessan, c'est un circuit, mais le PTO, c'est un classement. Et donc, Hum, du coup, pour ceux qui sont un peu perdus, ça peut être, mais c'est deux classements différents. On peut très bien être classé sur le circuit récent et pas sur le PTO ou l'inverse. On a notamment les wildcards qui maintenant, avec les points qu'ils ont cumulés, sont remontés, mais les wildcards n'étaient pas dans le classement Tessan dans les 20 premiers. Et là, du coup, on se retrouve avec des wildcards qui sont super, super bien classés, quoi. Des gens qui n'étaient ah pas ouais. dans le top 20 l'année dernière. Cal Smith, il est deuxième au PTO aujourd'hui. Hein. Hum. Donc lui, on sait il sera contrat l'année prochaine. Yuri Cullen qui est quatrième. Et puis il en a Mikanout, gagné une, hein, quand même. Hein, il en a gagné. ouais. Mikanout cinquième. Ouais. C'est-à-dire que dans le top 15 du PTO, il y a quand même un, deux, trois wildcards, quoi. Non, même dans Ouais. le top 5. Donc c'est pas évident. Et là, notre ami Léon, il est 26. Donc on imagine qu'avec Hawaï, avec des choses comme ça va remonter. Puis il y aura peut-être le mondial 73. Mais c'est pas les mêmes courses et c'est pas le même circuit. On se rend bien compte au final que la distance PTO est à part pour l'épouvantail Sam Laidlow, mais on se rend bien compte que cette distance-là, c'est quand même une distance particulière, c'est une distance qui se gère de façon particulière. Et si t'es pas euh, un rouleur hors pair, déjà si tu prends dans l'eau, c'est mort. On le voit bien avec Sam Long. Hein. Euh, Si t'es pas un rouleur hors pair et que derrière tu cours pas 57, 58, c'est difficile d'arriver, espérer à jouer quelque chose. Et on risque de voir l'année prochaine, surtout si le circuit est un petit peu plus long, parce que ils ont déjà annoncé 7 courses, je crois, mais Sam Renouf disait que le circuit serait certainement plus proche de 10 courses que de 8. Euh, on va avoir une haute spécialisation d'un certain type d'athlète sur ce type de course parce que à la fois il y a des sous à la fin, hein, faut pas oublier qu'il y a 7 millions d'euros quand même de dollars qui sont distribués sur l'année. La gagne elle est à 25 000. Donc et puis le vainqueur du classement c'est quasiment 200 000. Hein. Donc c'est-à-dire que celui qui gagne le classement PTO, enfin le classement Tessan, il gagne plus que le vainqueur d'Hawaï. Donc ça fait quand même 3 sous. Si on se projette avec l'idée que Vandril il aille jouer le classement, Vandril il a empilé 2 victoires, ça fait déjà 50 000. Plus si jamais derrière il prend 200 000 à la fin de l'année, ça commence à faire. On est en train de parler sur des revenus qui commencent à parler. Et derrière, on vous parle pas Imaginons, des sponsors. imaginons qu'il gagne la grande finale. Je crois que la grande finale, il y a un bonus un peu plus important. Ça veut dire que s'il fait ça, il arriverait peut-être même à gagner le classement final. Donc ça fait une troisième victoire dans la besace, plus le bonus. Ouais, ouais, enfin, je pense que ça doit pas être la motivation première, mais à un moment donné, tu peux y réfléchir quand même, quoi. Surtout dans sa position, quoi.
C'était Kyle Smith qui était très très ouvert sur le là-dessus. Il disait que au début, ce Kyle Smith, c'était une wild card si je me Ouais, trompe pas tout à fait, sur les premières courses. Là, il est toujours. blessé, donc il a manqué cette étape. Mais Kyle Smith a dit que clairement pour lui, l'impact financier que la saison Tessan avait sur sa carrière et bah ça changeait beaucoup de choses quoi. Idem pour Yuri Cullen. Yuri Cullen s'était pas caché que ça lui avait permis de payer ses derniers prêts, ses prêts qu'il avait. Un athlète qui a pas de stress financier, c'est un athlète qui est beaucoup plus concentré sur ce qu'il a à faire. Et je trouve que ce que fait aujourd'hui le Tessan pour les athlètes, pour l'aspect financier et le fait que ce mec puisse décemment en vivre au regard des efforts qui sont fournis. Chapeau bas, bravo, c'est du beau boulot, c'est du beau spectacle, c'est de la belle retransmission. Les commentaires sont très très bons. Moi j'ai trouvé que bah déjà j'aime bien Jack Kelly, mais Oui, mais toi, t'écoutes les, les commentaires en anglais. C'est pour ça que tu dis ça. ah bah j'écoute qu'en anglais parce que non mais le reste il faut pas non, faut pas faut surtout pas, mais c'est vrai que Vicky Holland je la trouve super bien. Vicky elle est vraiment au top. Frodo bon ben Frodo il est bon hein et c'est vrai que Frodo on parlait de couture tout à l'heure mais on lui ferait faire du crochet, il serait bon à faire du crochet ce mec là, c'est dégoûtant quoi. Ouais. Ouais, c'est pas normal. Et, et ouais bah ouais le crochet, t'en fais pas du crochet toi? Non, 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 je fais pas ça. Bon, il paraît que c'est très très bon. Il paraît que c'est très très bon pour Il les paraît. nerfs. Je vais faire un Il podcast paraît. là-dessus. On va faire un podcast crochet et triathlon. Mais mais ouais, je trouve qu'ils ont trouvé leur équilibre au niveau des commentaires. C'est pas mal fait. Franchement, c'est pas mal fait. Ce qui nous est servi et surtout, putain, pas une pub, hein. Ah, Pas que c'est beau. une pub. Putain. Sur 5 heures, il n'y a pas eu de pub. Oh, comme ça Ah, fait du sans bien. déconner quoi. Waouh. Ah Par oui, oui. rapport à ce qui nous a été servi la semaine dernière. Attends, je veux dire, hier, la semaine dernière, c'était du mauvais fast-food. Là, on avait du bistronomique haut de gamme, donc on a quand même, voilà, c'est quand même. Il y en a qui vous servent du mauvais coca et puis les autres, c'est du millésimé. Donc ça, il y a des bulles dans les deux, mais il y en a quand même un qui est quand même un peu meilleur que l'autre, quoi. Et, et je trouve que vraiment ce qu'ils font c'est bien. Je serais pas étonné qu'à partir que prochainement il y ait des retransmissions enfin c'est vendeur quoi, si tu veux. C'est vendeur, il y a du spectacle. Enfin bravo Martin Van Riel, impressionnant. Et petit aparté, mon gamin, il avait envoyé un message à Martin Van Riel pour le féliciter de sa course et il a reçu une réponse. Et je me dis putain, le mec, il prend quand même le temps de répondre au minot. Euh, Enfin, c'est bien quoi. On a vraiment des beaux athlètes et ça avait fait la journée de mon gosse. Et je trouve que c'est bien parce que euh, un petit message, un petit mot, ben ça représente beaucoup pour les gamins et puis ça prouve que qu'ils s'intéressent quand même à ce qui se passe autour. Et puis c'est un beau vainqueur. Et puis sans déconner, sa combinaison, enfin c'est la plus belle combinaison sur cette partie Ah de oui. l'univers quoi. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Et en plus, tu arrives à le suivre facilement dans le paquet, hein, parce que tu Ah sais bah là tu le toujours où il est, lui. repères. Ah Ah oui, oui, tu sais ouais, toujours où il est. tu le repères quoi. Même en Et natation. ouais, ouais, non mais c'est vrai ouais. Hmm. Et leur histoire avec leur QR code où on pouvait suivre les écarts, avoir et on avait le pourcentage du cardio et tout ça. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, c'était bien fait pour ceux qui voulaient plonger un petit peu dans les chiffres et dans les datas. C'était super intéressant, enfin du bon boulot, du beau spectacle, une belle course et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer À à Las Las Vegas. Vegas. Yep. On bascule sur la course des dames. Ah bah oui, quand même, parce que du coup, il s'est passé des belles choses aussi, hein. Alors Taylor Nipshaw. Euh, Ouais, au début, la première partie, il y avait une invitée en première partie quand même. Taylor Spivey. Parce que Taylor là, Spy. on est sur un moment chronologique où il se passe des choses. On vient de finir un cycle olympique. Il y a beaucoup d'athlètes du court, donc comme Martin Van Riel, qui basculent sur le long. La première étape, c'est sur le moyenne distance. Et on s'est dit que va devenir notre ami Taylor Spivey là-dessus. Quand je l'ai vu sortir de l'eau devant et après en vélo, je me suis dit ça va pas faire long feu. Et je pense qu'il va y avoir 2-3 révélations qui vont être faites sur les athlètes du court. Ils sont pas tous faits pour rouler 80 bornes au taquet. Non, non, bon, après, si tu veux, il y a aussi le fait qu'ils sortent du cycle olympique, les Jeux de Paris.
C'était fin juillet, début août. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps à passer sur le vélo de chrono, c'est compréhensible. Au niveau des athlètes qui ont transféré du court au long, on avait Gilles Deron qui fait 2 à Paris. On avait Flora Duffy, 2 fois médaillée olympique, dont une en or. On avait Taylor Spivey, Super Try, Super League, courte distance. T'as la liste des femmes sous les yeux et il y avait pas mal de wildcards parce qu'il y a eu un petit peu d'écrémage qui a eu lieu suite au championnat du monde de Nice. Évidemment, Lucy Charles Barclay n'était pas là. Moi, j'étais persuadé que la petite vidéo qu'avait fait le Tessan en début de semaine où on les voyait à la piscine, on avait une Cat Matthew qui était vraiment en petits morceaux sur le bord de la piscine. Je me suis dit, elle prendra pas le départ. Non, non, elle était bien là. La guerrière, elle était vraiment là. Euh, tu, tu as la liste des filles là? Au départ, j'ai le top 10 du résultat. Après, au départ, il y avait Amelia Watkinson, Anne Hogg, Ashley Gentle, Emma Palin-Brown, Flora Duffy, Grace Tech, Imogen, qu'on a vu qui faire des cascades à T2, India Lee, Julie Deron, Kaja Kovija, Kat Matthews, Kate Curran, Laura Madsen, Lisa Norden, Lucy Biram, Lisa Norden, transfuge du très long, hein, elle est plutôt sur Ironman, Paula Finlay, Sarah Perez-Sala, Tamara Duet qui n'a pas fini, Taylor Nib et Taylor Spivey en joker. Lucie Biram, ça fait quelques moments qu'elle est sur le Tessan. Elle nous fait un peu une Mikanout, c'est-à-dire qu'elle est toujours là, toujours présente. C'est une très belle athlète. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En plus, elle est bien sympa quand tu l'entends. C'était la première fois qu'on avait une confrontation Ashley Gentle, Taylor Nib, Kate Matthew, Emma Palin Brown, Annie Hogg. Il y avait quand même des watts il y avait quand même de la coureuse à pied de très 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 haut niveau. Et puis Deron, la Suissesse qui fait médaille au jeu, qui a été vraiment impressionnante. Moi, j'ai vraiment trouvé que, alors, pour reprendre le fil de la course, grosse natation avec Taylor Spivey qui a mis tout le monde en file indienne. Elle s'est jamais retournée, elle a bien regardé. Taylor Nib qui a donc c'était le parcours était en 2 boucles avec une sortie à l'australienne. Première boucle, il y a 4 filles qui étaient en tête, donc il y avait Taylor Spivey, il y avait Duffy, je sais plus qui, et puis Taylor Nib qui était cinquième, légèrement détachée. Elle avait 7 secondes à la fin du premier tour. Et là, on a vu Nib faire un effort impressionnant dans le deuxième tour en natation, où bim, elle recolle dans les pieds. On voit vraiment qu'elle a une aisance en natation, cette fille-là. Et il y avait Frodo qui disait que la veille, en fait, elle a fait une vingtaine de fois la sortie à l'australienne. Elle arrivait, nager à bloc, elle sortait la sortie à l'australienne et elle replongeait, etc. Donc je pense qu'elle avait plus ou moins calculé son coup à un moment ou à un autre. Et puis elle a fait, donc elle revient, ça sort, tout le monde sort un petit peu ensemble en vélo. Kate Matthew qui était pas loin. Et puis en l'espace de quelques kilomètres, et vraiment quelques kilomètres, hein, on parle de 2 à 3 kilomètres, Taylor Nib devant et en avant Guingamp derrière, tout le monde à la planche. La seule qui a réussi à tenir à peu près le rang, c'était Kate Matthew qui fait le deuxième temps vélo. Non, c'est Indiali. Indiali, pardon, Indiali. Indiali qui était donc au départ à Nice la semaine dernière et qui bâche à la fin du vélo ou au début de la course à pied. Et Indiali fait un gros vélo. C'est la seule qui reste à peu près à distance de Taylor Nib, qui a vraiment une facilité sur le vélo qui est vraiment incroyable, puisque au départ de la course à pied, si je ne dis pas de bêtises, il y avait à peu près 2 minutes avec Indiali, et les autres filles étaient à presque 5 minutes. Le podium était déjà à 5 minutes. En gros, sauf grosse explosion de Taylor Nib, elle avait course gagnée. Et on a vraiment vu un festival Taylor Nib avec une facilité incroyable sur le vélo, et puis surtout un départ course à pied où elle rendait quasiment pas de temps aux meilleures coureuses à pied. Et là, apparition sur le circuit de Julie Deron,
qui est partie à pied, mais alors avec une vitesse, mais c'était dingue parce qu'elle doit partir sixième ou septième, je crois, et enfin c'était Pac-Man quoi. Elle remontait les filles les unes après les autres. Elle se retrouve, elle était, alors spectacle un petit peu surprenant au départ de la course à pied puisque Taylor Knibb double Annie Haug et Ashley Gentle, je crois même. Elles étaient toutes les trois à courir, sauf qu'il y en avait une qui avait un tour d'avance, quoi. Et je pense que pour quelqu'un comme Ashley Gentle, qui a gagné 5 courses PTO, T100 et qui est certainement l'athlète la plus dominante sur cette distance-là, se retrouver à un tour, pas facile. À savoir qu'elle a changé de coach aussi récemment, Ashley Gentle, parce que même si aujourd'hui c'est l'athlète la plus titrée sur cette distance-là, elle a bien conscience que l'avènement d'athlètes comme Taylor Knibb va lui rendre la tâche super compliquée dans un futur relativement proche, et qu'elle a décidé, elle a pris un coach spécifique vélo, parce que c'est là où elle pêche un petit peu, mais qu'est-ce qu'elle est belle à voir courir cette fille, quoi. On l'a vu un petit peu comme Brownlee prendre un petit peu l'espace d'un tour pour arriver à se mettre dans un rythme. Et puis derrière, elle a pris un rythme sur un parcours qui lui allait très bien. Mais franchement, Julie Deron était un cran au-dessus de toutes les autres coureuses à pied. Et elle a vraiment fait un festival, quoi. Pour info, Julie Deron court 1h0048, hein, c'est-à-dire qu'elle court plus vite que Fred Funk qui fait top 5 chez les hommes. Ouais. Voilà, là je pense que ça veut tout dire. Ouais. Donc, encore une fois, on se retrouve avec un mix d'athlètes longue distance, Indy Ali, Kate Matthews. Bon, Kate Matthews, on peut pas vraiment prendre cette performance-là parce qu'une semaine après avoir fini deuxième à Nice, bravo, chapeau bas, madame, d'avoir été au départ et puis surtout de rien avoir lâché du début à la fin. Mais elle est performante sur cette distance-là. Kate Matthews, c'est un petit peu la Sam Laidlow du T100, c'est-à-dire qu'elle va courir sur du long, elle va faire, elle est là. Son objectif annoncé, ça restait les championnats du monde Ironman. Mais elle a été là, elle a pris le départ, elle a fait le spectacle et elle s'est battue et elle a rien lâché jusqu'au bout, quoi. Mais on se rend compte également que l'arrivée de certaines athlètes du court, pardon, va changer la donne dans les mois prochains parce que enfin si on regarde Spivey et puis Deron, ça va rabattre les cartes. Ah putain, arrête. Ouais, ça. Non, ne m'en parle pas de ça. Rabat, et bim. Et rebattre les cartes. C'est pas le même mot. Rabattre et rebattre, c'est pas le même mot. Enfin bon, on comprendra qui pourra. Mais Spivey et puis Julie Deron, c'est deux filles qui sont au plus haut niveau sur le distance olympique, et on se rend compte que ça transfère pas tout à fait de la même façon en fonction d'une athlète et l'autre. Et pourtant Taylor Spivey, elle peut pas vraiment être classifiée comme étant une mauvaise coureuse à pied, mais Julie Deron était vraiment impressionnante. Moi, j'ai trouvé de facilité, et la course à pied que cette fille elle a, si ça transfère sur Ironman, je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont du souci à se faire. Mais de toute façon, elles ont tout un énorme problème avec Taylor Knibb, c'est que cette fille, elle fait quasiment ce qu'elle veut, quoi. Si elle veut nager devant, elle peut nager devant. À vélo, bah, elle est 5% plus forte que toutes les autres. Et puis, on se rend compte qu'elle peut courir. On l'a jamais vue jusqu'à maintenant avoir été poussée dans ses retranchements sur la partie course à pied. Et on a toujours l'impression qu'elle court avec un certain degré de facilité, qu'elle gère un petit peu l'écart. C'est un peu la Pogačar du triathlon, impressionnante. Une fille sympa en plus. Et heureusement, hein, quand tu l'écoutes à la fin, elle dit qu'elle a encore beaucoup de travail à faire. Ouais, ça c'est pas une bonne nouvelle pour les autres. Hein. Tu parles des Norvégiens qui se grattent la tête. Moi, je serais dans le peloton féminin au départ en ce moment. Je me dis, s'il y a Taylor Knibb dans les parages, ça sent pas bon quand même. Hein. Bah, surtout que si tu veux, on a vraiment vu des écarts qui étaient. Ashley Gentle a fait 5 au final, c'est ça ou 6 attends, Gentle fait 4. Non, elle rattrape Findlay dans les derniers kilomètres. Ouais. Ah oui, elle la passe dans le dernier tour.
enfin, on est quand même en train de parler de Paula Findlay, hein, Paula Findlay qui a gagné quelques T100, qui est quand même une athlète au 73 qui est super performante, euh, ch- championne du Canada du chrono sur route, donc une fille quand même qui sait tenir un guidon. Elle prend quand même quelques minutes à vélo. Imogen, ouais, 5, quand même 5 minutes à vélo sur 80 bornes, on est quand même, ça fait quand même lourd. On a quand même Imogen qui s'est bien battu, qui a fait une très belle natation, et puis un super vélo qui part à un moment qui se retrouve même en tête sur le vélo, mais dès l'instant où Taylor est passé, on a vraiment vu qu'il y avait deux niveaux différents. Et puis Imo qui coince un petit peu sur la course à pied et qui va finir pas loin du top 10 si je me trompe pas. 7. Imo? 7. Ouais, Imo fait 7. Imo fait ouais. 7. Donc, au final, quand même une belle course. Hein, je veux dire, elle fait 7, elle a des beaux résultats. Je pense elle est bien placée au classement mondial, à la fois PTO et puis Tessan. Et puis peut-être que les courses qui sont à venir, comme Las Vegas, avec un parcours un petit peu plus ouvert, où sa puissance à vélo peut faire la grosse différence. Et puis peut-être un parcours à pied qui va moins s'y mettre en j'ai vraiment eu l'impression, si tu veux, que le parcours à pied qu'on avait là à Ibiza, c'était un parcours qui mettait un petit peu en avant des talents de crosseuses, tu sais, des filles légères, élancées. Et quand tu regardes Julie Deron et puis Ashley Gentle, c'est des filles qui ont un petit peu le même profil, grande, élancée, légère, avec une super qualité de course à pied. Et tu les voyais quasiment pas ralentir dans les parties montantes. Euh, Bon, voilà, ça fait le job, mais devant une Taylor Nip qui était vraiment, vraiment au-dessus de tout le monde. Et moi, surtout, si tu veux, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai eu l'impression qu'à aucun moment elle a eu à forcer son talent. Elle finit avec 1 minute 30 d'avance sur Julie Deron. Ok. Et elle court 1h04 47. Est-ce que avec de la confrontation, elle aurait pu courir plus vite? À n'en pas douter. Par contre, qui va venir l'embêter sur le vélo et comment ça va se dérouler sur les prochaines courses? Bah, c'est compliqué de se dire qu'on va venir l'embêter sur le vélo. Comme tu dis, les scénarios de course aujourd'hui, enfin, il faut dormir sur le home trainer, quoi. Ouais, elle a une telle carte sur le vélo que c'est vraiment spectaculaire cet écart de niveau qu'il y a avec les autres filles. Et c'est clairement un vrai problème. Et chapeau bas à à Ashley Gentle de tout mettre en œuvre aujourd'hui pour arriver à regagner de la puissance en vélo. Elle a même abordé l'idée avec son coach d'arriver à prendre un petit peu de poids et de masse musculaire pour gagner en puissance, parce que parce que d'avoir une fille comme Taylor devant, moi les deux seuls que je vois à peu près rivaliser aujourd'hui sur le vélo avec Taylor, mais rivaliser à distance, c'est Imo, qui est très grande, très puissante, et sur un parcours vélo où elles peuvent rester en position et puis passer les watts. Imo, Kate Matthew, et puis peut-être Indiali sur une bonne journée, quoi. Alors j'ai pas les statistiques de Kat Matthews qui fait 11 et du coup j'ai que le top 10 sous les yeux, mais on a Taylor Nib qui roule 1h56 29. Et juste parce qu'on parle d'Ashley juste avant, Ashley Gentle roule 2h04 33. Donc 8 minutes, plus de 8 minutes sur 80 bornes. Ça veut dire 1 minute tous les 10 kilomètres. 6 secondes au kilo, c'est quand même assez incroyable. Celle qui reste proche des 2 heures, il y a que Indiali qui reste juste en dessous, 1h59 59. Et après, derrière, on a Julie Deron, 2h01 50. Paula Findlay, 2h01 05, donc la championne de Canada du chrono, qui prend quand même pas loin de 5 minutes. Et on a Imogen et Lucie Biram qui font quasiment le même vélo, 2h00 42 ou 37 secondes. Ouais, il y a un problème là, chef, sur 80 bornes, quand tu prends 4 minutes ou plus. Derrière, courir 4 minutes plus vite sur 18 kilomètres, ça veut dire courir 15 secondes plus vite. Hein. Ça veut dire reprendre un peu plus qu'un kilomètre, quoi. Donc, Ouais, oh, c'est ouais. pas facile. Hein. Non, pas facile. Et puis sur un circuit à multi-boucles comme ça, cette boucle où des filles de calibre mondial, hein, Mm. les Hogue, les Gentle et compagnie,
qui prennent un tour, quoi. C'est-à-dire que voilà, faut aller la chercher la motive derrière. Donc parce que enfin moi encore une fois, je tire mon chapeau au spectacle que les filles nous ont montré. En termes de retransmission, ce que j'aurais bien arrivé à voir, même si c'est relativement peu intéressant, et on l'a vu hier sur les championnats du monde, c'est savoir ce qui se passe en deuxième, troisième, quatrième échelon derrière. Là, on arrivait à voir qui remontait. Allez, la retransmission est focus sur le top 5, et c'est tout à fait normal, encore une fois. Peut-être des fois un petit mot, une petite image et voir un petit peu ce qui se passe derrière. Alors là, c'est vrai qu'on voyait les concurrents de fond de classement parce que elles se faisaient passer ou elles n'étaient pas dans le même tour. Mais d'arriver à savoir un petit peu les batailles de ce qui se passe derrière, un petit voilà que Kanye Hogue ait un petit peu de temps de caméra, j'aurais apprécié. Mais encore une fois, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui en termes de retransmission, de commentaires et surtout de spectacle, c'est le triathlon. Ouais, c'est 9 sur 10 hein, ce qu'on voit. Et je pense qu'en termes d'intérêt, même pour des gens qui ne sont pas forcément des triathlètes, c'est quand même vendeur, quoi. C'est quand même vendeur. Ouais. Alors j'espère qu'ils vont nous faire dans la tête dans la tête à quelqu'un là, qui vont nous faire une retransmission du Tessan, quoi. Et surtout avec un. C'est pas la peine d'inviter des youtubeurs. C'est une perte de temps, les mecs. L'année prochaine, on va sur l'UTMB. Oh putain, ouais, bonne idée. Oui. allez, vendu. Ouais. Maintenant, l'UTMB, c'est Ironman, on peut pas, putain, il faut encore, il y a un système de classement et tout, là. J'ai essayé de regarder comment faire pour se qualifier pour l'UTMB, j'ai pas compris. Donc, je dois être trop bête. Si, j'en ai 2-3 qui sont dessus. Ça fait mal à la tête quand tu veux te qualifier là-dessus. C'est pareil, hein, c'est pas facile. D'ailleurs, il y a un Français que moi je connais bien parce que j'ai de la chance de le côtoyer. Coucou d'ailleurs, Sylvain Rota, qui est un des premiers vainqueurs sur le circuit Ironman. Il avait gagné l'Ironman Pays de Galles en 2012. Il y avait que Romain Guillaume et François Chabot, je crois, avant, qui avaient gagné des Ironman. Il est passé sur le trail long. Et lui, il est donc quand tu gagnes un Ironman, normalement, tu sais un peu conduire ta barque, tu sais comment ça se passe. Entre 80 et 100 km en trail, ça passe. Au-delà de 100, il sait que ça passe pas. Donc ça met un peu en relief la performance des gaziers qui sont sur des 160, des 100 miles et plus. Et quand tu rajoutes du D+ là-dessus, c'est encore pire parce qu'ils aiment pas quand c'est plat, ce qui est très bien. Mais donc ça veut bien dire que c'est pas le même sport, c'est un sport à part. Donc gros respect à tous les trailers et tous les coureurs à pied. 3 petits points de suspension pour la suite. Nous n'irons pas bien sûr sur l'UTMB, c'était la petite pique du jour, mais voilà, restons sur le circuit Tessan, restons sur le triathlon, ce qu'on sait faire. Et vivement la prochaine étape et puis vivement les prochaines courses. Ouais, ça nous présage une fin de saison et puis on voit avec l'avènement des athlètes olympiques, les Nibs, les Vandril et compagnie, qu'au final, le fait qu'il y ait une course de moins sur le circuit Tessan, ben, ça va peut-être un petit peu avantager le classement pour ces gens-là. Sam avait fait une petite déclaration en disant que ça n'aurait pas été son choix de faire comme ils ont fait, de supprimer cette dernière étape et puis d'autoriser les athlètes olympiques à faire une course de plus. Mathématiquement. Voilà, on verra ce que ça va donner sur le classement final, mais je pense que à la fois chez les hommes et à la fois chez les femmes, l'équipe Vandril Nib est en train de créer quand même quelques soucis au reste du team. Même si Martin Vandril, il est dominant et il gagne, il a quand même moins de marge qu'une Taylor Nib qui, on a vraiment l'impression, a fait un petit peu ce qu'elle veut sur le circuit, quoi. Oui. Enfin voilà, c'était notre vision des choses, notre récap. Et voilà, on vous souhaite à tous une belle et bonne semaine. On s'excuse encore pour les petits écarts de son sur le podcast avec Cédric. On vous fait la bise. Comment va ton entraînement, toi ? Il va bien. Moi, je suis, comme on avait dit sur le dernier épisode où on était tous les deux, quand je me réveille le matin, je sens bien que je suis vivant, donc c'est que tout va bien. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Les kilomètres s'enchaînent, j'ai un beau vélo, j'ai un bel avion, on part bientôt se préparer à la chaleur, ce qui est déjà le cas ici. Mais c'est pas dehors, par contre, je me prépare pas à la chaleur dehors, parce que je sais pas chez toi, mais chez moi, ils ont
Ils ont baissé un peu le thermostat, donc c'est la misère. On va bientôt sortir la déneigeuse. Mais voilà, sinon c'est bien. J'enchaîne cool. pas les courses, j'enchaîne pas les courses, mais j'ai hâte de faire la prochaine. Bon, c'est bien. Bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous. La bise. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt.